de Mitsameuli, tu arrives à Mitsuje, c'est fini. L'île est finie. Il n'y a pas de Majini. Et ils sont combien sur cette île? Ils sont 5 500 000 habitants. Ça vous paraît possible? Partir de Mitsameuli, arriver jusqu'à Mitsuje, c'est peut-être une ville du Maroc. Et il y a 5 500 000 habitants. Et ils n'ont pas de pétrole, ils n'ont pas de gaz, ils n'ont pas de phosphate, ils n'ont rien. C'est une petite île. Ils sont 5 500 000 et disent que pour que le développement aille vite, encore plus vite que ce qu'ils ont, il faut qu'ils arrivent à 7 500 000. Or, sur les 5 500 000, les 2 500 000, c'est des étrangers. Alors, ce problème, comment ils vont arriver à 7 500 000 sans que les étrangers soient plus nombreux que la population d'origine singapourienne? Et pourtant, quelqu'un qui vit à Singapour, notez-le bien, un étudiant qui vit à Singapour a un niveau élevé de vie supérieur 25 fois à un étudiant qui est à Paris. 25 fois supérieur à un étudiant français à Paris sur une île qui n'a ni pétrole, ni gaz, ni phosphate, ni rien d'autre, une petite île. Comment ils ont fait? Ils ont misé sur ce que le professeur Larbi nous expliquait, l'éducation. Ils ont poussé tellement l'éducation qu'ils ont renversé la manière dont nous avons l'habitude de voir la démocratie. La démocratie, nous avons l'habitude de dire, c'est la majorité qui décide. Et ils ont dit, non, ce n'est pas ça la solution. Ce n'est pas la majorité qui décide. C'est quels sont les gens qui apportent quelque chose par leurs compétences. Alors, ils ont organisé un modèle d'élection. À Singapour, quand vous êtes candidat des élections, vous allez présenter votre budget de campagne à l'équivalent de la Cour constitutionnelle. Et vous avez le droit de faire une campagne avec au maximum 4 $ par électeur. Vous ne pouvez pas dépenser plus de 4 $ par électeur. Alors, même si vous êtes élu et que la Cour constitutionnelle fait l'évaluation de votre budget, vous avez dépensé 5 $ par électeur, vous êtes éliminé. Ce n'est pas celui qui a le plus d'argent qui doit gagner, c'est celui qui apporte le plus d'idées. Ça, c'est une autre façon de voir. Et pourquoi ils sont arrivés à ça? Ils sont arrivés à partir du moment où l'indépendance venue, ils ont eu des émeutes comme partout. Partout. Il y a des indépendances, il y a des problèmes. Et ils se sont mis à discuter sur une chose. Qu'est-ce que nous avons utilisé? Qu'est-ce que nous allons mettre ensemble? Qu'est-ce qui nous réunit, nous, les gens de Singapour? Ils ont dit, c'est l'éducation. Et comment on va faire l'éducation? À Singapour, il y a des Chinois, il y a des Malaisiens, il y a des Indiens, essentiellement. Puis il y a d'autres populations très minoritaires. Ils ont dit, pour qu'on puisse nous enseigner, les Chinois ont dit, le plus facile, nous sommes les plus nombreux, on enseigne par le chinois. Ça paraît logique. Mais les Malaisiens ont dit, ça c'est chez nous, vous, les Chinois, vous êtes venus après. Il faut enseigner par le malaisien. C'est la langue du pays. Et les Indiens ont dit, mais nous ne parlons pas chinois, nous ne parlons pas malaisien, nous parlons indien, mais la majorité des gens ici ne comprennent pas l'indien, nous sommes une petite minorité. Donc nous ne proposons pas l'indien, l'hindou. Nous proposons l'enseignement par l'anglais. Parce que chinois, malaisien, indien, nous comprenons l'anglais. Et le Premier ministre de l'époque a dit, c'est la minorité qui a raison. C'est l'anglais qui les unit. Après, chacun parle sa langue maternelle chez lui. Et dans l'éducation, ils ont choisi l'anglais. À partir de ce moment-là, ils ont dit, mais la minorité peut avoir raison. Qu'est-ce qu'ils proposent? C'est qui nous unit et qui nous fait avancer. À partir de là, ils ont changé la manière de voir les choses. Et aujourd'hui, je vous ai dit, c'est une île qui part de Mitsameuli jusqu'à Mitsuje. Ils ont le 3e port mondial.
Parce que la richesse, ce n'est pas l'île. Une petite île, ce n'est pas la richesse. La richesse, c'est la mer. Et ils ont transformé leur richesse à partir de la mer et du port. Et je vous dis, un étudiant de Singapour a un niveau de vie 25 fois supérieur à un étudiant parisien. Dernier exemple que je vais vous donner, je ne vais pas revenir sur la Chine. Je dirais même si vous prenez Dubaï. Le développement de Dubaï date de 1985. C'est pas vieux, hein, 1985. Ils ont même laissé un quartier qui est marqué Dubaï avant 1985, où ça ressemble à Moroni. C'est la même chose. Quand Emirates est arrivé aux Comores, à ce moment-là, on était en train de déconstruire les maisons qui étaient à Dubaï pour commencer autre chose. Donc l'émergence, c'est quelque chose qui prend 25-30 ans, en moyenne. La Chine, en réalité, ça a démarré avec Deng Xiaoping en 1984, dans ces zones-là. Préalablement, ils étaient dans la politique, les idéologies et les révolutions. Mais ce dont je veux vous donner comme dernier exemple, une île qui a la même dimension que Moélie, à peu près. Moélie, c'est une des 4 îles des Comores, c'est la plus petite. Cette île se trouve, dont je vous parlais, se trouve à côté d'un grand pays qui s'appelle le Venezuela. Ils sont à 90 minutes entre cette île et le Venezuela en avion. 90 minutes, on y arrive. Le Venezuela, vous regardez l'information, c'est un pays qui a du pétrole. Mais aujourd'hui, on ne trouve rien dans les magasins. Il n'y a même pas à manger, alors qu'ils ont le pétrole. L'île dont je vous parle, qui s'appelle Aruba, c'est une petite île où il n'y a rien. À part que c'est une île, comme toutes les îles, il y a les plages, il y a le soleil. Ils ont dit, on va investir sur le tourisme. Et sur cette île, le Venezuela, il y a des coupures d'électricité. Ils ont le pétrole. Et sur cette île, il y a l'énergie à 80% aujourd'hui durable. Le soleil, l'éolien, l'hydraulique et les déchets. Les déchets sont transformés en énergie. Est-ce que je suis un peu trop long? Vous m'arrêtez. Sur cette île, ils sont 120 000 habitants. 120 000 habitants sur cette petite île. Et ils ont décidé qu'ils vont avoir 120 000 touristes par mois. Ils peuvent avoir 150 000, 200 000 touristes, mais ils ne veulent pas qu'il y ait plus de touristes que la population. Donc il y a 120 000 habitants, 120 000 touristes. Je reviens sur les images des Comores. Pour ceux qui sont de la Grande Comore ou qui connaissent mieux la Grande Comore, à l'entrée de la ville de Mitsameouli, il y a un endroit qu'on appelle Planète Plage. Pour ceux qui connaissent, à l'entrée, à côté de l'hôpital de Mitsameouli, à côté du lycée. À partir de là, jusqu'à Malouja, ou Trou du Prophète. C'est une plage complète. Aruba, c'est pareil. Il y a un endroit qui est à peu près la même dimension. Mais sur cet endroit-là, j'ai vu 20 hôtels, et sur chaque hôtel, 1000 chambres. Donc, 120 000 touristes, ils peuvent les accueillir. Mais vous imaginez ce que ça rapporte comme recette? Et dans cette logique-là, de cette recette, ils ont obligé un certain nombre de choses aux hôtels. D'abord, ils ont dit à chaque hôtel, l'État ne va pas vous donner de l'électricité. Vous voulez construire un hôtel ici, prévoyez votre électricité. Donc tous les hôtels ont mis l'énergie solaire. Prévoyez le ramassage de vos ordures pour les envoyer à l'usine de transformation en énergie. L'État ne va pas s'occuper de ça. On va vous donner les facilités fiscales pour créer des emplois. Ces hôtels ont créé tellement d'énergie
que cette énergie, ils le vendent aux supermarchés qui se sont installés à côté. À partir de cela, ils ont mis quelque chose de plus que nous, c'est une question difficile à résoudre. Cette île-là n'est pas indépendante, pas entièrement indépendante. Elle est encore sous tutelle des Pays-Bas, la Hollande pour résumer. Mais ils ont fait un contrat de ce que nous avions, il y a longtemps qu'on appelait l'autonomie interne. Ils ont un Premier ministre, ils ont un gouvernement qui gère. Mais ils ont donné aux Pays-Bas la gestion des contrats internationaux. Tout investisseur qui veut aller investir à Aruba, il va signer son contrat à Amsterdam. Pourquoi Amsterdam? Parce que là-bas, il y a la Cour internationale de justice. S'il y a un problème quelconque dans un contrat, ce n'est pas les politiques qui interviennent, c'est la Cour internationale de justice. Nous, notre problème, d'abord au Comores, nous le savons très bien, c'est le problème de notre justice. Est-ce que nous avons une justice capable de répondre aux besoins des investisseurs? De faire en sorte que l'investisseur se dise, si j'investis là, mon argent, je ne vais pas le perdre. Parce qu'aucun investisseur ne vient investir pour la beauté d'un pays, parce que j'aime un pays. Il vient investir parce qu'il veut de l'argent. C'est son travail. Donc ça, c'est des questions sur lesquelles, difficiles à répondre. Ils ont fait ce choix-là. Mais ça a transformé la Hollande. La Hollande, c'est un royaume qui a gardé quelques colonies, comme la France a des colonies. Seulement, la Hollande a accepté que ces anciennes colonies, qui sont restées plus ou moins liées, aient des premiers ministres. Et j'ai assisté à quelque chose qui m'a paru complètement impensable. On était invité à Amsterdam, au Palais du Roi, pour parler des énergies renouvelables. Il y avait 4 premiers ministres. Il y avait le premier ministre de Hollande, il y avait les premiers ministres de différentes îles. Et ils ont choisi le premier ministre de Aruba. Ses explications, dans ce que j'ai pu vivre, de pu connaître, c'est que vous avez une obligation que peut-être ma génération a ratée. C'est de réfléchir. Qu'est-ce que nous voulons comme modèle de développement? Ce que nos intervenants ont soulevé comme problème, c'est effectivement des problèmes. Mais vous allez devoir apporter des réponses qui veut dire qu'est-ce que nous voulons, nous. Vous avez dit le bien-être. Un Comorien peut dire, j'ai pas mangé, mais j'ai fait mon grand mariage, je suis bien. Vrai ou faux? Est-ce que c'est ça que nous voulons? Si c'est ça que nous voulons, il ne faut pas se plaindre. Il faut se dire, c'est ce que nous voulons. Il faut assumer ce qu'on veut dans son choix de vie. On ne peut pas, dans un modèle de développement, quand les Sud-Coréens ont dit ben, personne n'habite sur le bord de mer, il y a des gens qui n'étaient pas contents. Mais ils ont dit si on veut ce développement, c'est ce que nous devons faire. Et ils l'ont assumé. Alors, Nimbabouf, je pense que les intervenants nous ont présenté des choses intéressantes. Et je voudrais vous inviter à quelque chose, de vous dire que la principale richesse des Comores, c'est vous. La principale richesse des Comores, c'est vos capacités à réfléchir, à produire quelque chose. Et je ne voudrais pas que quelqu'un vienne me dire « j'avais pas les moyens ». Ça, c'est quelque chose que moi, je n'accepte pas et que je n'arrive pas à comprendre que quelqu'un dit « je suis à l'université, mais je n'ai pas les moyens d'étudier ». Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous donner 2 exemples. D'abord, au Vantara. Moi, mon père est décédé, j'avais 14 ans. Ma mère n'a jamais été à l'école. Et nous étions 9. Nous sommes 9. Ma mère a fait 9 enfants. Et j'étais le plus grand. Après, ça fait des escaliers qui suivaient. Qui c'est qui m'a donné les moyens d'arriver à être ambassadeur aux Nations Unies? Vous pensez que c'est l'État?
L'État m'a nommé ambassadeur. Mais j'ai fait quel parcours pour arriver à assumer des responsabilités? Je me suis dit, il faut se battre dans la vie, d'abord aider ma mère, pour élever les enfants qui suivaient après moi. Et après, continuer. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas encore pu faire mon grand mariage, alors je ne sais pas si j'ai ma place dans la société. Mais ça, c'est des questions de choix. Dans la vie, on fait des choix. J'ai dit, je fais des études, je me bagarre, je fais en sorte d'arriver à un niveau. Je n'avais pas prévu d'arriver à New York, mais j'avais choisi de faire les relations internationales. Comme j'avais choisi de faire de la communication, j'étais directeur de la télévision nationale. Donc, quelqu'un qui va me dire, j'ai pas les moyens, je vais le regarder un peu, est-ce qu'il a vraiment envie de réussir? Mais qui c'est qui m'a inspiré ça? Parce que ça, je ne l'ai pas inventé. Je reviens à ce que nous a dit le professeur Larbi. Moi, j'ai un imam comorien que je suis. Je dis bien un imam. Que vous connaissez peut-être de nom, mais vous ne savez pas réellement qu'est-ce qu'il a été. D'abord, je vous rappelle, c'est lui qui a parlé au nom des Comores au Conseil de sécurité des Nations Unies pour que les Comores soient indépendantes. Il s'appelait Al-Marhoum Mouni Barak. C'est lui qui a fait le discours pour que les Comores soient acceptés comme un pays indépendant. Et le jour où il a fait son discours, il l'a fait en anglais. Il a fait un discours en anglais, et quand il a fini, l'ambassadeur de la Grande-Bretagne s'est levé, il a regardé l'ambassadeur de France. Il a dit, vous avez dit que vous étiez là-bas pendant 150 ans? Et celui qui parle là, il nous parle en anglais? Qu'est-ce que vous avez fichu là-bas? Moi, je vote pour lui. Je soutiens les Comores. D'autant que lui, ce Comorien-là, avec un djouba, un kofia d'imam, il a parlé, selon l'ambassadeur britannique, il a parlé un anglais que moi, ambassadeur, je ne connais pas. C'est un anglais de très haut niveau. Je vous dis pourquoi. Notre imam, il a fait son doctorat à Oxford. Vous le saviez? C'est un imam qui a fait son doctorat à Oxford, mais qui était Hafid al-Qur'an. Mais cet imam-là, il a fait quoi? J'ai dit qu'il m'inspire. Il a fait une licence de biologie. Il a fait un master de droit comparé. Il a fait un DEA de psychopédagogie, un doctorat de philosophie et Hafid al-Qur'an. Et cet imam, il était orphelin de père et de mère à 7 ans. 7 ans, ses parents morts. Vous allez pouvoir dire qu'à 7 ans, vous pouvez faire quelque chose de votre vie? On pense que là, c'est fini. À 7 ans, on n'a pas le droit de quoi que ce soit. Et en plus, il est né à l'étranger. Il n'était même pas né au Comores. Il est né à Zanzibar. Mais je disais que je revenais sur le professeur Larbi, parce que, comment il a fait? À 7 ans, il a eu un maître d'école coranique, ses parents sont morts, il a pris chez lui. Il l'a enseigné. Et lui, il a couru à l'éducation comme la seule façon de réussir dans sa vie. Ça a été quelqu'un d'honnête parce qu'après, quand il a fini ses études, il est venu épouser la fille de son maître. Il a rendu ce que son maître lui a appris en épousant sa fille. Mais 7 ans orphelin, licence de biologie, master de droit, DEA de psychopédagogie, doctorat de philosophie, Hafid al-Qur'an, maîtrisant l'anglais, maîtrisant bien sûr l'arabe, maîtrisant le swahili puisqu'il était né à Zanzibar, et à quelques temps de la dépendance des Comores, c'était pas l'ambassadeur, le haut-commissaire de la République française aux Comores l'a vu dans un speech au lycée Saïd Mohamed Cheikh, le jour du Maoulid du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et le haut-commissaire lui a dit, vous ne voulez pas venir m'apprendre l'arabe?
et je vous donne ce que vous voulez. Là, il est déjà, avec son doctorat, il est déjà imam. Il a dit, ok, monsieur le commissaire, je vais vous apprendre l'arabe. Mais je ne veux pas que vous me payiez. Je veux que vous me donnez une bourse pour aller apprendre le français à la Sorbonne. Donc, il a rajouté à l'âge de presque 60 ans l'enseignement du français. C'était pour vous dire qu'on peut partir de zéro, comme la Corée du Sud, avec $1 par jour et par famille, et faire du développement. On peut partir d'un orphelin de 7 ans et faire un grand homme. Mais, je terminerai là. Je ne sais pas si j'ai répondu aux questions que vous souhaitez, parce que j'ai fait comme diplomate, parcourir différemment. Comme les Comores, ce que je disais tout à l'heure, qu'est-ce que nous mettons en avant? Attention, n'allez pas sortir de là pour dire que l'ambassadeur est contre le grand mariage. Le grand mariage, c'est chacun peut le faire quand il a envie de le faire. Dans notre société, c'est ce qui est devenu le plus important. À tel point que vous me regardez là, mais vous allez être docteur. Quand vous allez arriver au Comores, vous allez chercher un emploi, vous allez chercher quelqu'un qui a fait le grand mariage pour vous amener chez le ministre. C'est pas ça? Pour avoir un boulot. Lui, il n'a même pas fait des études. Mais c'est vous qui allez le chercher pour dire j'arrive pas à trouver un emploi, comme si votre doctorat ne vaut rien. Donc, je dis dans cette démarche-là, cette personne dont je viens de vous parler, vous venez de reconnaître que vous ne le connaissez même pas. Vous ne le connaissez même pas. Il a donné l'indépendance à notre pays. Il a fait des niveaux élevés d'études. Il est resté à servir aux Comores jusqu'à mourir, alors que les Comores ne lui avaient jamais donné un centime. Il a fait ses études jusqu'au doctorat sans que les Comores lui donnent un centime, puisqu'il est né à Zanzibar, il a continué à Zanzibar jusqu'à Londres. Il n'est venu aux Comores qu'une fois qu'il a fini ses études. Il ne s'est pas posé la question, comme a dit un jour le président Kennedy. Le président Kennedy, quand il a créé ce que vous entendez parler, le corps de la paix, Peace Corps, il a dit un Américain ne doit pas se demander qu'est-ce que son pays lui a donné. Un Américain doit se poser la question, qu'est-ce que je donne à mon pays? Il est venu donner, lui, dont il se disait que mes parents sont nés aux Comores. Moi, je suis né à Zanzibar. Mais ce que j'ai, je peux aller l'apporter aux Comores. Bien entendu, il avait une autre démarche. Peut-être que mon frère qui est là peut mieux le comprendre. De ce qu'on appelle le soufisme. C'est un soufi. De tout ce que je vous dis, il était professeur à l'université de Chicago. Mais cet homme-là n'a jamais eu une voiture. Il n'a même jamais éprouvé le besoin d'avoir une voiture. Quand il marchait, le taximan s'arrêtait et le prenait. Chaque taximan dit, si tu montes dans ma voiture, c'est une bénédiction pour ma journée. Tu fais un fatha et c'est bon pour moi. Donc, et il a pu vivre ainsi et enseigner tout ce qu'il pouvait enseigner. Et je disais que je terminerai là. S'il était vivant l'année prochaine, il aurait 100 ans. J'essaie en train de préparer quelque chose pour qu'on commémore son 100e anniversaire l'année prochaine au Comores, au mois d'avril, Inch'Allah, pour qu'on revienne sur les fondamentaux. Qu'est-ce qu'on entend d'un intellectuel comorien quand vous allez devenir aux responsabilités du pays, parce que je vous le souhaite pleinement. Et ça ne va pas tarder. 5 ans après un doctorat, vous serez responsable du pays. Qu'est-ce que vous allez en faire? Ça, c'est vous qui déciderez. Vous allez faire du bien, vous allez faire du mal, comme on nous a expliqué. Avec le fitra, vous faites du bien, vous faites du mal après, à partir de votre éducation. Parce qu'il y a le cerveau, il y a le roh. Ça dépend de ce que vous voulez en faire. Nous irons là-dessus peut-être. Mais vous, ici au Maroc, vous avez dit les Comores, le Maroc, 2 pays, un seul peuple. Un seul peuple, pourquoi? Parce que nous sommes des Africains, nous sommes des musulmans, nous sommes des Arabes. Avec une histoire particulière. Je ne sais pas si tous les Marocains qui sont là le savent,
Mais il y a deux histoires particulières entre le Comore et le Maroc, sur lesquelles on pourrait rajouter une troisième, une tribu de Madagascar. Les Comoriens, ils allaient faire allégeance au roi Mohamed V. C'est notre roi. Pour les Comoriens, Mohamed V, à Madagascar, c'était le roi. Et ils allaient le voir tout le temps pour dire ce que vous déciderez, Votre Majesté, nous vous suivrons. Parmi les Comoriens qui étaient là, il y avait un imam qui suivait particulièrement l'enseignement coranique de Sa Majesté Hassan II, Yarhamullah. Il était là, parce que c'était un imam. Il parlait au petit enfant qu'il était, de ce qu'il savait du Coran. Ça, c'est une histoire qui est restée très forte entre le Maroc et les Comores. La deuxième chose, le jour où le Maroc a quitté l'Union africaine, quand le Maroc a décidé de quitter l'Union africaine, quand le roi est parti, le président des Comores, Ahmed Abdallah, s'est levé, il est parti. Il a quitté l'Union africaine. Il n'a pas démissionné, il n'a pas retiré les Comores de l'Union africaine, mais il a dit, moi, je suis d'accord avec Sa Majesté Hassan II. Donc, ça crée un lien fort entre le Maroc et les Comores. À tel point que, vous ne le savez pas encore, depuis cette période-là, jusqu'à cette année, les Comores n'ont pas pu intégrer une organisation régionale économique de notre région, très importante, qu'on appelle la SADC. Les Comores n'ont pas pu entrer. Les pays qui voulaient soutenir l'histoire du Sahara, des Sahraouis comme étant un pays indépendant, ont dit que les Comores ne peuvent pas entrer dans la SADC parce que nous voulons faire admettre le Sahraoui dans la SADC. Et les Comores sont avec le Maroc. C'est cette année, maintenant que le Maroc est revenu à l'Union africaine, que les Comores entrent dans sa SADC. La troisième chose dont j'ai dit que peut-être on pourrait rajouter, c'est que les chercheurs disent, ça c'est à vérifier, je ne le sais pas, que le soufisme du Maroc, avec ceux de Sayyidina Abdelkader Djelan, ceux de Belhassan Chadouli, ce sont eux qui nous ont amené ça aux Comores. Ils sont des confréries très importantes aux Comores. Et maintenant, on a vu ceux d'Ahmed Tidjani qui arrivent aux Comores en ce moment. Donc il y a ce lien aussi qui est culturel que nous avons ensemble et j'espère qu'il va se fructifier. Excusez-moi d'avoir monopolisé la parole. J'espère que vous allez bien travailler sur le côté de l'éducation. Et je me permets de suggérer aux étudiants qui sont là un travail de recherche. Ça fait combien d'années qu'on a des étudiants comoriens au Maroc? Est-ce qu'on peut les quantifier? Est-ce qu'on peut dire qu'est-ce qu'ils sont devenus ces étudiants? Est-ce qu'on peut dire qu'est-ce qu'ils ont apporté aux Comores? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un Comorien qui a étudié au Maroc qui a apporté quelque chose au Maroc? Parce que dans la coopération du Sud-Sud, il ne s'agit pas seulement de prendre, il s'agit aussi de donner. Donc, est-ce qu'il y a un étudiant qui peut se mettre de travailler là-dessus? Ce n'est qu'une suggestion. La deuxième chose, on nous a parlé d'une infirmière tout à l'heure, qui est un bon exemple. Sachez que aux Nations Unies, il y a quelque chose qui se fait tous les ans. Vous avez l'habitude d'entendre parler de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Mais vous entendez très peu l'Assemblée Générale des femmes. Et chaque année, il y a une Assemblée Générale des femmes aux Nations Unies. Chaque année. Et c'est aussi important que l'Assemblée Générale. Avec un but. Comment assurer l'autonomie financière des femmes. Tout à l'heure, j'ai dit pour les Sud-Coréens, ils ont donné l'éducation aux femmes. C'était leur choix. Nous, comment nous savons très bien quelque chose que nous ne partageons pas avec le Maroc. Vous n'avez pas cette chance-là, mesdames, mesdemoiselles marocaines. Nous, les hommes comoriens, quand nous nous marions, nous allons habiter chez nos femmes. Et quand nous sommes fâchés, quand nous nous permettons de dire « je donne des toracres »,
Eh bien, madame dit dégage. Ça, nous n'avons pas ça en partage. Mais ça, cette richesse de la femme comorienne qui est assurée du toit, et je précise, quand monsieur dit tolak, on lui dit dégage, il prend seulement sa valise. Hein. Il ne discute même pas des enfants. Les enfants restent chez maman. Attention, je précise encore plus. Si maman décède, monsieur ne prend pas les enfants. Monsieur dégage et les enfants restent chez la sœur de maman. Vous n'avez pas ça? Donc cette richesse-là, est-ce que quelqu'un peut travailler là-dessus, mesdemoiselles? De dire comment on va faire pour que cette richesse de la femme comorienne, qui est particulière, qu'on ne trouve pas ailleurs, puisse devenir un élément de l'émergence. Cette particularité comorienne, comment on va faire pour que ça soit une qualité d'émergence? J'avais dit à chaque fois que j'arrête. Donc, je vous remercie. Je vous souhaite plein succès à votre conférence.